Comment tu fais pour passer de 1 à 25? En l'espace de 3-4 mois, j'avais 23 ans. J'ai fondé mon premier centre. On veut 100 agences en France. Avec ma mère, on faisait des tiramisu. Pourquoi rose? Pourquoi c'est l'identité? Ça vient d'où? C'était beaucoup critiqué. Ils se foutaient de moi. Tu fais n'importe quoi avec mon frère. On s'est lancé directement après. On a vraiment tout mis dans la communication. On a ouvert un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. On avait zéro limite. Tu portes tout le poids sur tes épaules. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nia dans lequel j'accueille un entrepreneur extraordinaire qui s'appelle Samy Zeroual. Il a monté un super projet qui s'appelle Pink Pare-Brise. Il va nous parler de son parcours, de son avenir, de ce qu'il a monté, de comment il l'a construit, de comment il a réussi à créer une superbe entreprise qui s'est développée dans plein de régions, dans plein de villes. En France, c'est bien ça. Je ne sais pas s'il y a de l'international encore ou pas. C'est ça, c'est en cours. C'est en cours, voilà, c'est en cours. Magnifique. Il va nous parler un peu d'où il vient, parce que c'est important de comprendre aussi l'origine des entrepreneurs, comprendre d'où ils viennent pour savoir comment ils ont réussi à construire ces super projets. Samy, je suis super heureux, très content de te recevoir dans ce podcast. Nia, bonne intention. On fait les choses avec une intention sincère tout le temps. Ça n'a pas toujours un vernis religieux en fait de faire les choses avec une bonne intention. L'intention c'est universel, ça n'a pas de couleur religieuse, même si moi je suis musulman pratiquant et quand je dis Nia c'est ce que ma mère m'a enseigné depuis que je suis petit. Dire Nia, tu vois, dans chaque chose que tu fais et puis à la fin tu seras toujours aidé. Samy, est-ce que tu peux te présenter déjà pour commencer? Bonjour Youssef, merci déjà pour l'invitation, merci à ton équipe pour l'invitation. Donc je vais me présenter, je m'appelle Samy Zeroual, j'ai 26 ans, je suis originaire de Reims, donc j'ai grandi exactement à Châlons-en-Champagne. Au niveau de mon parcours, j'ai pas fait de grandes études, je me suis arrêté au BTS MCO. Et après mon BTS, j'ai voulu entreprendre directement, donc je me suis installé dans le sud et j'habite maintenant à Avignon. Super. Avignon, très belle ville. Il y a une musique, je crois, sur Avignon, mais je sais plus c'est quoi. C'est le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon, je crois que c'est un truc du genre. Ouais. C'est comment la vie à Avignon? Il fait très chaud, surtout en ce moment. Mais non, c'est une très belle ville. C'est une très belle ville. T'as Marseille à 45 minutes, Montpellier à 1h30, t'as l'Espagne aussi à côté. Donc t'es au centre un peu de tout. Donc non, c'est cool. Super. Je connais un peu Avignon parce que j'étais allé pour rendre visite à un ami, Adri Jaffa, l'Iron Body Fit, on en avait parlé tout à l'heure, qui est d'Avignon. Et toi, aujourd'hui, tu as monté Pink Pare-Brise. C'est quoi Pink Pare-Brise? C'est ça. Alors, déjà, je suis un entrepreneur diversifié dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, mon secteur principal, c'est le vitrage automobile avec Pink Pare-Brise où je l'ai cofondé avec mon frère. Mais j'ai aussi d'autres activités en parallèle, notamment aussi dans la restauration. Donc, j'ai ouvert un restaurant qui s'appelle le Roast Café French Steakhouse sur la commune du Pontet. Donc, on a à peu près 120 couverts. Super. Je suis aussi diversifié dans le domaine de la formation, donc on en parlait juste avant, donc avec un CFA dans le domaine du tertiaire. Bravo. Avec des formations conseiller commercial, responsable de petites et moyennes structures, en Bac+2, Bac+3. Et puis voilà, j'essaie de toucher à plusieurs domaines, notamment aussi les C2E. Et c'est vraiment une passion pour moi, l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, avec mon frère, on a réussi à développer Pink Pare-Brise. On a actuellement 25 centres dans l'espace de 3 ans. Dieu merci. Magnifique. Franchement, c'est beau. On a commencé dans le sud. C'est ton grand frère, ton petit frère? C'est mon grand frère, Okay. Yanis. Il a 2 ans de plus que moi. Ok. Donc toujours complice alors, c'est un frère qui t'a tout fait en fait. Toujours complice, depuis le nord jusqu'au sud, on s'est suivis. Et là actuellement, il y a mes parents aussi qui sont descendus dans le sud. Donc c'est une réelle satisfaction pour nous. Donc Pink Pare-Brise, on a développé le concept sous forme de franchise. Donc on a 7 franchisés et tout le reste en succursale. Ok. Super, magnifique. Depuis 3 ans, c'est ça? Depuis 3 ans, exactement. Okay. Je vais revenir sur Pink Pare-Brise parce que tu as dit que tu faisais plusieurs activités. Ça te vient d'où en fait, cette envie de faire plusieurs choses, de diversifier J'ai toujours voulu toucher à plusieurs choses. Mettre en place quelque chose, un business, et dès que ce business est entre guillemets bien acté, voir d'autres choses. Donc j'ai jamais voulu me reposer sur mes lauriers, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a réussi à développer tous ces centres.
mais je suis une personne aussi qui aime beaucoup sortir de sa zone de confort, donc toucher à plusieurs domaines, toucher à plusieurs secteurs. Donc, je suis parti chercher récemment la restauration. Bon, c'est pas le plus facile. C'est vraiment pas plus facile. Et voilà, donc c'est vraiment une envie de se diversifier, toucher à plusieurs choses, voir plusieurs secteurs d'activité, parler avec une clientèle aussi différente. J'aime beaucoup le social, la communication, donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Super, toujours avec ton frère, même la diversification? Alors non, avec mon frère, on est associés sur Pink Poweries et puis sur les autres projets, je suis tout seul. Ah, super. Non, bravo, félicitations. Merci beaucoup. 26 ans, 26 tu vois, ans. c'est Mbappé qui disait me parle pas d'âge. En tout cas, c'est beau d'entreprendre jeune. Et moi, c'est ce que je dis toujours. Si je devais revenir en arrière, une des choses que je ferais, c'est entreprendre le plus tôt possible. À 14, 15, 16, 17 ans, parce qu'en fait, les erreurs que tu fais à cet âge-là, de toute façon, tu vas les refaire à 35 ans si tu commences à 35 ans. Tu vois, l'entrepreneuriat, tu l'apprends pas à l'école. C'est ça. Donc, à personne, il n'y a aucun prof qui te dit comment entreprendre, comment lancer ta boîte, comment la développer, comment faire du chiffre, comment faire de la rentabilité. Donc, en fait, plus tôt tu commences, plus tôt tu vas acquérir les bons réflexes pour te développer. Donc, bravo à toi. Une vraie fierté. Merci, c'est gentil. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien essayer de comprendre un peu plus l'enfance, tu vois. Tu as dit que tu es né à Reims, c'est ça? Je suis né à Châlons-en-Champagne, à Châlons-en-Champagne. 25 minutes de Reims. Ok. C'était quoi l'enfance? Alors, au niveau de mon enfance, donc, j'ai mes parents issus d'un milieu modeste. Et donc, j'ai toujours été passionné de football. Tous les jours, c'était foot avec les amis, tous les jours, tous les jours. D'ailleurs, j'ai évolué 4 ans en Ligue 2, au futsal. Ok. Donc, j'étais sportif de haut niveau. Et au niveau de mon enfance, j'étais quelqu'un de plutôt calme, réservé, toujours motivé, mais bon, pas une très très grande réussite au niveau de mes études. Donc, je suis parti à Reims à l'âge de 18 ans. Après le bac STMG, j'ai voulu faire une fac de droit. C'était une erreur, une très grosse erreur. Pas du tout fait pour la fac, mais surtout le droit. Donc j'ai touché à un autre domaine complètement différent, toujours aussi à la fac. Et j'ai fait une fac d'AES. Ok. Une fac d'AES. J'ai pas du tout aimé. C'est la pire, j'ai fait la même chose, c'est la pire C'est compliqué. la pire des filières. Ouais, T'introduis toutes les matières compliqué. du monde, là. C'est compliqué. Et juste après, changement total, fac d'espagnol. Ok. Donc, Hablas espagnol, si. hablo espagnol. Ah. Fac d'espagnol. Pareil, j'ai tenu 6 mois, j'avais des bonnes notes, mais bon, ça me correspondait pas du tout en fait. Ça me correspondait vraiment pas. Par la suite, j'ai fait un BTS comptabilité. Pareil, j'ai fait 1 an et la comptabilité, j'aimais pas du tout. Et là, j'ai ma maman qui commence à me gronder dessus, en me disant qu'il fallait que j'avance, que je fasse quelque chose de sérieux. Et puis, je suis parti sur un BTS MCO. Et le BTS, donc j'ai découvert la vente. À cette période-là, j'essayais de faire des petits business. Donc j'avais, pour l'anecdote, pendant le mois du Ramadan, avec ma mère, on faisait des tiramisu. Donc on faisait des tiramisu, on les vendait après la mosquée. Et c'est de là où est m'est venue l'envie de vraiment partir sur la vente. J'aimais beaucoup le contact, j'aimais bien démarcher. C'était une très belle aventure. Et juste après mon BTS, j'ai commencé une licence métier du marketing opérationnel. Au bout de 6 mois, j'ai eu une opportunité dans le sud, donc j'avais trouvé un local sur Orange et je pouvais plus attendre. Donc je me suis téléporté dans le sud et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat directement. Il me semble que j'avais 23 ans. J'avais 23 ans quand j'ai fondé mon premier centre. Super. Ouais. Et pourquoi, du coup, pourquoi ce domaine-là? Pourquoi ce domaine-là? Alors j'ai fait mon alternance sur Reims, dans une entreprise spécialisée dans le vitrage automobile, donc en première année de BTS. La deuxième année de BTS, pareil, mais du coup chez un concurrent qui est un ami à moi. Et vu qu'il venait d'ouvrir son centre, on va dire que c'est moi qui l'ai géré. Bon, j'étais vraiment dans la gérance du centre et ça m'a plu. Ça m'a plu d'entreprendre, ça m'a plu de mettre en place des choses. J'avais carte blanche, donc je mettais en place des actions de communication, je mettais en place des partenariats. Et de là m'est venue l'idée d'entreprendre et j'ai toujours voulu entreprendre, avoir cette liberté qui était très très importante pour moi, de faciliter aussi les membres de ma famille de par l'entrepreneuriat. Donc voilà. En fait, t'as tout appris sur le terrain avant même de lancer ton projet, en fait. Tu utilises de la communication, du commercial. Tu gérais un peu le centre, en fait. Je gérais le centre. Quand tu étais en alternance. Je gérais le centre, j'ai géré aussi les problèmes.
J'ai géré aussi les problèmes et ça m'a appris pas mal de choses. Vraiment, j'étais jeté dans la jungle et j'ai appris de moi-même en fait. J'ai vraiment appris de moi-même et c'est de là où je pense ça m'est venu l'idée d'entreprendre quoi. Super. Et du coup, Pink pare-brise. Pink. Pink pare-brise. Pourquoi rose? Pourquoi c'est l'identité? Ça vient d'où? Pink, c'est une très très belle histoire. Pour te raconter un petit peu l'anecdote, donc on était avec mon grand frère au Maroc. Donc je suis originaire de, enfin je suis d'origine marocaine, D'où du Maroc? de Meknes, Ah, ok. Meknes et Knitra aussi. Ok, super. Ouais. Et donc on s'est rendu dans une piscine à Tanger. Donc on rentre dans la piscine, il était je crois midi ou 13h, la piscine elle était vide. Et là on voit que la piscine elle est toute en rose. Donc on se dit peut-être qu'on s'est trompé d'endroit, qu'on est, je sais pas. Mais non. Vers 15h, 16h, la piscine se remplit. Et là, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Parce que moi, j'avais déjà un cliché par rapport aux roses. D'ailleurs, je porte une petite montre rose. Donc, j'avais ce cliché-là du rose. Et quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes, je me suis dit, en fait, le concept du rose, c'est quelque chose qui tient l'attention, qui attire le regard. Et c'est quelque chose de marquant. Donc voilà, on a eu ce petit truc. On est rentré en France. On est parti en Belgique. Donc ça, c'était avec un ami de Reims. On est parti manger dans un restaurant. Et là, pareil, tout en rose. Donc je rentre dans le restaurant, je vois une baignoire rose. Je vois, c'est incroyable. Tu voyais la vie en rose? Je voyais toute la vie en rose. Je voyais toute la vie en rose. Et au moment de réfléchir à un concept avec mon frère, on voulait quelque chose qui sorte de l'ordinaire. On voulait une communication unique. On voulait une image, une histoire à raconter. Et de là, je lui ai dit pour rigoler, qu'est-ce que t'en penses de Pink pare-brise? On met tout en rose. Quand les clients rentrent dans notre centre, la première idée qui leur viendra en tête, c'est de prendre des snaps, des photos sur Instagram. Il faut quelque chose d'Instagrammable, quelque chose de rose. Et là, il me dit, t'as eu l'idée du siècle. Donc, on est parti sur du Pink. Ok. Ton frère, il faisait quoi lui à l'époque? Mon frère, lui, il était. Alors, il travaillait en tant que manutentionnaire. Ok. Donc, manutentionnaire. Et moi, je faisais des petits jobs aussi quand j'étais sur Reims. Bon, j'ai un peu tout fait, hein. J'ai travaillé, je faisais livreur de kebab le soir. Ouais. Et et le matin, pendant les vacances d'été, je faisais manutentionnaire aussi. Donc, aux fruits et légumes, je filmais les palettes, etc. J'ai travaillé à la poste, j'ai livré des colis pour Amazon. Enfin, j'ai touché un petit peu à tout pendant mes études. Ok. Ouais. Et il y a des gens qui se sont moqués de ça un peu? Du rose? Au début, ouais, c'était beaucoup critiqué. Donc, je pense que la pire erreur que j'ai fait dans le début, c'était de dévoiler mes projets à mes amis. Ok. Donc, au début, je leur disais, ouais, les gars, je vais ouvrir un Pink pare-brise, je vais tout mettre en rose. J'étais dans mon truc, je leur donnais mes idées et tout. Et ils se foutaient de moi. Ouais. Ils me disaient, mais du rose, mais tu fais n'importe quoi. C'est quoi? C'est un centre pour femmes. Enfin, direct les clichés. Et donc, j'ai essayé de leur expliquer directement ma stratégie, ma vision des choses. Et bon, c'est là où j'ai compris qu'il ne faut pas dévoiler ses projets avant de l'avoir lancé. Donc, ouais, c'est vrai qu'ils m'ont un peu démoralisé au début. Ils m'ont un peu mis des barrières. Mais bon, j'ai fait aparté, je ne les ai pas écoutés. Avec mon frère, on s'est lancé directement après. Super. Non, bravo, félicitations. Ouais, Hein. merci Félicitations. beaucoup. Donc aujourd'hui, tu me disais 25 centres. 25 centres. Comment tu fais pour passer de 1 à 25 en 3 ans pour une première expérience d'entrepreneuriat? Ok. Alors, le premier centre, du coup, en 2023, avec mon frère. Donc, au niveau des offres, on a une offre qui est vraiment marquante. C'est-à-dire que quand un client remplace son pare-brise chez nous, on lui offre 150 € en chèque bancaire, plus la franchise offerte, ou sinon des cadeaux. Donc des Cookieo, des trottinettes électriques, des Nintendo Switch Lite. On a une multitude de cadeaux, vraiment. Et donc moi, mon truc, c'était la communication. Je disais à mon frère, pour se démarquer des autres concurrents, donc il n'y a pas de souci, on a une DA, on a une histoire, on a le rose, mais il faut quelque chose qui marque, quelque chose de vraiment marquant. Et donc le premier centre, on a vraiment tout mis dans la communication, on faisait tous les réseaux d'affaires, on était de partout. Et bon, Dieu merci, ça a très bien marché la première année. Et donc on a ouvert un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et là on s'est dit on doit franchiser le concept. Donc on commence à franchiser le premier centre, c'était à Plan de Campagne. Donc ça a très très bien marché. Le deuxième à Lyon, le troisième à Metz, à Salon de Provence.
Et on s'est dit, mais en fait, la franchise, c'est un super concept. Nos franchisés ils nous ont fait confiance. Nos franchisés sont heureux. Donc, on va essayer de développer le projet à l'échelle nationale et faire quelque chose de vraiment grand. On avait zéro limite. Hmm. Vraiment, on voulait se faire connaître à l'échelle nationale et faire quelque chose de bien. Donc, il me semble qu'on arrive à 14 ou 15 centres avec 7 franchisés en France. Et puis, on se pose avec mon frère et on se dit que on se donne un autre objectif. On se dit que d'ici 2028, on veut 100 agences en France. 100 agences en France. Et pour ça, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on développe tout en franchise? Est-ce qu'on développe tout en succursale? La problématique, c'est qu'on a toujours travaillé sans fonds bancaires. On n'a jamais fait de levée de fonds, jamais de crédit par rapport à nos valeurs et nos principes. Et donc là, ça nous posait problème. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on va faire à notre échelle, on va développer à notre échelle. Et puis on ira là où le vent nous mène. Et là, on a fait la rencontre de 4 personnes, des personnes vraiment incroyables qui ont bien réussi dans le business. Et puis avec qui on a développé le projet Pink. Donc on a fait rentrer un fonds d'investissement dans le groupe. Ok. Et on a complètement changé d'avis. On s'est dit il faut qu'on développe tout en succursale. C'est-à-dire qu'on garde nos franchisés actuels. Si nos franchisés actuels ils veulent développer avec nous, ils peuvent prendre des parts dans le développement sur certaines zones, sur certains centres. Et on développe tout en succursale. Donc là, ça fait à peu près 3-4 mois. Et on est passé de 16 centres à 25 dans l'espace de 3-4 mois. Donc on a repris toute la structure, on a repris toute l'optimisation et franchement, c'est vraiment top. Ok. Donc en fait, c'est une autre vision alors. Repasser de, on arrête les franchises à des succursales, donc des filiales, c'est ça? C'est Des ça. filiales. C'est quoi? Vous avez toujours des personnes qui portent ces filiales ou vous portez vraiment tous les projets et vous recrutez après les personnes pour développer? Alors nous, ce qu'on fait du coup, c'est qu'on a mis en place des sièges sociaux. Ok. Et on développe tout depuis les sièges. Donc on a 2 sièges et on a mis en place un organigramme. Et là, on met en place notre développement directement depuis les sièges avec des postes à responsabilité. Et depuis les sièges, on fait toutes les ouvertures. On s'occupe de tous les lancements des centres. On s'occupe aussi de la recherche de locaux. Et puis on a mis les bonnes personnes pour chaque directive, pour chaque poste. Et puis voilà. Euh, les centres que vous développez, c'est toujours des centres où vous partez de zéro? Ça vous arrive de racheter On part des toujours fonds de zéro. Toujours de zéro. Toujours de zéro, on a eu énormément de propositions de rachat de centres, mais nous au niveau de notre DA, on veut vraiment reprendre des centres de zéro parce qu'on a une charte graphique à respecter, donc on met en place la même charte dans tous nos centres. On est vraiment sur des recherches millimétrées par rapport aux emplacements, par rapport au mètre carré, par rapport à plusieurs éléments. Donc on a une recherche qui est très très fine. Et non, on ne met pas en place de rachat de centre, on fait tout en création. Ok. Donc là, si je te montre Ouais. un ou deux centres, tu as la capacité de me dire ce qu'on pourrait changer dans ces centres-là Bien sûr. pour les rendre meilleurs? Allez. Tiens, je te montrerai première photo. Ah, Est-ce que là, ce centre-là, demain, tu peux complètement le transformer et accélérer? alors de ce que je vois au niveau de ce centre-là, donc on n'a pas de parking. Donc déjà c'est compliqué, il m'a l'air d'être dans un centre-ville, donc ça ne serait pas forcément des critères recherchés pour nos implantations. Au niveau des vitres, j'aurais mis des stickers bien tapants avec une belle couleur, avec des offres attractives. Et au niveau de l'enseigne, j'aurais mis une belle enseigne en PVC qui fait tout le long. Peut-être un ballon gonflable aussi qui te dit viens dans mon centre. Viens dans mon centre. Et je pense que ça le rendrait beaucoup plus attractif. Ouais. Je sais pas si la personne qui a ce centre va voir la vidéo, mais en tout cas, ça va lui donner des idées pour Ouais, j'espère. celui-ci. Alors celui-ci, on voit qu'il y a déjà une charte graphique qui est mise en place. On voit que c'est une grosse enseigne reconnue à l'échelle nationale. On voit qu'il y a déjà un parking aussi devant. Donc, C'est important le parking. exactement. C'est très très important le parking.
je sais pas s'ils mettent en place des offres, mais j'aurais aussi joué sur les offres. Peut-être mis des offres attractives sur l'enseigne. Peut-être sur les stickers, enfin des stickers sur les vitrines aussi, mais c'est une très très belle enseigne. Franchement, Ok. j'aime beaucoup. Non, mais je vois, en fait, t'as la vitre qui est Ouais. hyper importante. T'as le petit truc qui attire. Tu parlais du ballon gonflable ou espèce de, je sais pas, un truc qui Ouais. bouge comme ça. Je sais pas si c'est ça, le truc C'est qui ça. fait comme ça. C'est ça. Le parking. En fait, sans parking, c'est mort. Parce qu'en fait, les personnes laissent leur voiture, en fait. Tu vois, Exactement. donc si t'as pas de parking, c'est difficile pour eux de laisser leur voiture. Ou bien les garer loin. Peut-être, c'est aussi pour des questions de facilité pour ceux qui travaillent. De pouvoir amener les voitures à l'intérieur, les sortir. En fait, c'est vraiment une facilité d'accès. Ok. Je sais qu'il y a des centres qui sont beaucoup au centre-ville, mais bon, pour se garer, c'est vraiment compliqué. S'il y a déjà des interventions à l'intérieur, la personne elle va devoir se garer dans la rue, elle va pas forcément trouver de place. Si elle veut venir prendre des informations, ça va peut-être la démotiver. Donc ça, c'est vraiment un critère important pour avoir une agence le fluidifiée possible. Ok. Et toi, aujourd'hui, le pink, c'est, on va dire, l'identité visuelle de base. Mm. Qu'est-ce qu'en pensent tes clients? Est-ce que vous avez des retours sur ça? Bien sûr, Ok. on a énormément de retours. En fait, pour tout expliquer, on a beaucoup travaillé sur la communication, mais pas que. On a travaillé sur la satisfaction clientèle. Donc il faut savoir que quand tu viens remplacer ton pare-brise chez nous, bon, en dehors des cadeaux, donc tu repars avec un pare-brise tout neuf, mais tu as aussi le nettoyage intérieur-véhicule qu'on offre. Ok. Tu as un petit sambon tout rose, donc goût rose bonbon qui est super. On offre aussi, dans chaque véhicule, on met une canette Pink pare-brise qui a le goût du Red Bull. D'ailleurs, désolé, je t'en ai pas ramené. Je t'en ramènerai la prochaine fois. Et même au niveau de l'expérience client, au niveau des déclarations, etc., on a intégré l'IA dans nos process en fait, de déclaration. Donc tout est fluidifié, tout est simplifié. Tu as une vraie gestion administrative qui a été mise en place. Et donc, en fait, pour le client, c'est simple. La prise de rendez-vous, elle se fait en 24 heures. Le pare-brise, on le reçoit le lendemain ou peut-être même l'après-midi si on le commande le matin. Aujourd'hui, on a vraiment voulu mettre en place une expérience client qui est au top pour que le client puisse nous recommander auprès d'autres personnes. Et puis, c'est ça qui nous fait apporter du volume, quoi. Là, on va faire un exercice qui est très simple. Je vais te présenter des business qui sont sous-cotés, des choses en plus que j'ai faites parfois dans ma vie, tu vois. Et l'objectif, ça va être de les rendre beaucoup plus attirants, tu vois. Faire en sorte que ce business, demain, il donne envie, tu vois, d'entreprendre, il donne envie aux clients d'acheter le service, d'acheter le produit. Parce que dans le pare-brise, pareil, moi, quand j'allais dans un centre de pare-brise, je cherchais pas à me dire, tiens, il faut que j'aille dans un pare-brise beau gosse ou quoi. J'y vais, hop, tant qu'il me change mon pare-brise, c'est bon, c'est réglé. Mais finalement, en fait, on voit que le marketing, la puissance de l'identité visuelle, ça fait largement la différence, même dans ce type de business. L'objectif, c'est que tu me les transformes, tu vois. Tu me les transformes visuellement, l'univers, l'offre, qu'est-ce que tu feras en matière de communication et comment tu créerais une belle expérience client. Ok. Ça te va? Ouais. Nickel. Business numéro 1, motocrotte. Tu connais motocrotte? Non, je C'est connais pas. un truc que j'ai fait moi à Boulogne, c'était un job étudiant il y a... J'ai fait ça il y a 12 ans. Et en fait, Ouais. c'est soit des scooters, soit des motos avec des aspirateurs à crottes de chien. Et en fait, Ok. tu te balades dans la rue, tu dois nettoyer les rues et retirer les crottes de chien. Ok. Voilà. Et du coup, je dois prendre ce business-là, trouver enfin Le nom, l'univers, le Le nom. visuel, quelle identité tu pourrais lui Ok. donner, comment tu créerais une belle expérience client. Ok. C'est compliqué. Ah, franchement, on a pris des trucs Ah qui ouais. sont compliqués. Ah ouais. Motocross, donc il se déplace en scooter, c'est ça? Ouais, en scooter. Ok. Bah, déjà, au niveau du scooter, j'aurais fait quelque chose de plutôt génial avec des couleurs qui tapent pour que les gens puissent voir déjà la DA de la personne qui se déplace. Donc, j'aurais mis peut-être du violet ou du jaune ou des couleurs tapantes. Et j'aurais peut-être fait des petits jeux de mots. Bon, j'ai pas l'idée en tête, mais où il y a peut-être le mot crotte dedans. Et puis après, j'aurais. Ouais, et au niveau de la cible, du coup, c'est. Moi, je sais pas le truc.
Ah, c'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Franchement, Mais en c'est fait, chaud. la cible, généralement, c'est les collectivités Collectivité, ok. qui achètent ça. Ok. Et après, les motocrottes, elles se baladent dans la rue tous les jours. Ouais. En fait, moi, j'avais un service. Ouais. J'étais de 9h jusqu'à 17h30, 18h. Et je me baladais avec mon scooter. Ouais. En fait, dis-toi, le premier truc, c'était scooter avec 2 poubelles derrière. Et je devais à chaque fois descendre, ramasser à la pelle et mettre. Et après, j'ai eu une petite Ok. évolution. Ouais. Zama évolution, au bout de 2 semaines, ils m'ont passé à 125 avec le truc. Tu sais, tu te Ouais. balades et tout là. Donc, ok. Donc, déjà, toi, tu rendrais le truc un peu plus fun. Je rendrais le truc beaucoup plus fun avec quelque chose qui est marrant pour que les clients qui passent puissent les intriguer. Ça puisse les intriguer, se dire c'est quoi ça, etc. Et ouais, j'aurais vraiment fait quelque chose de tapant, quoi. Ouais. Ok. J'en ai d'autres. Après, c'est vrai, on a été des gamins, on a pris Ah que des ouais, trucs mais- compliqués. Allez, simple. Nettoyage de bureau. Nettoyage de bureau, ouais, c'est un peu plus simple. Voilà, voilà. Nettoyage de bureau, déjà je serais parti sur des couleurs un peu plus, bon, tout ce qui est blanc, bleu, donc des couleurs plus joviales. Et j'aurais démarché déjà toutes les collectivités, enfin c'est les TME, c'est ça? Enfin, Ouais, les PME? TPE, PME, ouais. TPE, PME, ouais. Donc j'aurais démarché toutes les petites sociétés, j'aurais fait pas mal de réseaux d'affaires et j'aurais joué vraiment sur Je pense que j'aurais joué sur tout ce qui est éco-responsabilité, les normes RSE, les normes ISO, etc. Et jouer voilà, sur tu sais, les normes environnementales. Et j'aurais fait beaucoup de réseaux d'affaires pour me faire connaître. Ouais, j'aurais fait appel à toi sur LinkedIn pour me faire une petite pub. Les réseaux d'affaires, ça compte beaucoup en fait. C'est quoi les Exactement. réseaux d'affaires? C'est les BNI, c'est tous les trucs comme ça ou non? C'est CCI. c'est les BNI, mais personnellement, je suis pas trop fan. J'en ai fait plusieurs. J'ai été invité pas mal de fois, mais je suis pas trop fan des BNI. Moi, je fais partie de plusieurs réseaux d'affaires. Et bon, là, le dernier réseau d'affaires où j'y mets vraiment du mien, c'est la Chambre économique franco-marocaine, Ok. qui a été fondée par un ami à moi qui s'appelle Younes Katabi, sur Avignon. Et en fait, on accompagne les entrepreneurs à investir au Maroc. Ok. Donc là, on a déjà eu plusieurs personnes qui ont franchi le cap. Donc on a eu, je sais pas si ça te parle, Enjoy Tacos. Non. C'est spécialisé du coup dans les tacos. Ils ont une cinquantaine de points de vente en France. Et là, ils ouvrent un premier point de vente à Marrakech. Super. Ouais. Et du coup, nous, on a mis en place plusieurs délégations. Donc on a fait, il me semble, 2 ou 3 voyages. Donc une fois, c'était à Tanger, Rabat. Une autre fois à Casablanca, Dakhla. Et en fait, si tu veux, on fait plusieurs rendez-vous dans toutes les CCI, donc CCI marocaines, CCI à Casablanca, on a des partenariats avec eux. Dans les CRI, on a été reçus aussi au Sénat. Ok. Et donc, on a vraiment des personnes à haut poste qui nous accompagnent dans les emplacements à trouver, dans les subventions aussi que le Royaume a mis en place. Et puis les contacts dans tout ce qui est bâtiments, travaux, etc. Donc ça aide beaucoup. Super. Ça aide beaucoup pour le développement, surtout enfin, à l'échelle internationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, les réseaux d'affaires, c'est très très important, surtout Ouais. pour une personne qui veut développer ses activités, pour une personne qui se fait connaître. Ça me rappelle, ça me rappelle dans mes débuts, donc quand j'avais commencé mon premier centre, j'avais fait pas mal de réseaux d'affaires. Bon, on me prenait pas forcément au sérieux. J'avais 23 ans, je me retrouvais avec des personnes de 40 ans, 45 ans, 50 ans, donc forcément, j'étais pas forcément prise au sérieux, mais bon, là, avec notre structure et notre développement, c'est un petit peu mieux. Et je conseille vraiment aux entrepreneurs qui veulent se développer, qui veulent faire connaître leur business, de passer par des réseaux d'affaires locaux. C'est top, franchement, c'est top. Ça fait la différence. En fait, ça permet d'ouvrir des portes, d'avoir des opportunités, des partenariats, d'avoir des informations. Ça, c'est plein de choses en fait. Ça t'apporte plein de choses. Exactement, ouais, ça t'apporte vraiment beaucoup de choses, des contacts. Par exemple, nous, on a un autre réseau d'affaires sur Avignon, et puis tu as de tout. Tu as une commissaire de justice. D'ailleurs, c'est elle qui m'a mis en relation avec Hamza. Ah, super. Ouais. Tu as des avocats, tu as des comptables. D'ailleurs, notre comptable, je le salue. Je le salue, notre expert comptable. Je l'ai fait rentrer dans notre réseau d'affaires. Il a travaillé avec tous les membres Magnifique. de notre réseau. Ah, Franchement, magnifique. Super, super. Ça, c'est un bon tips pour tous les experts comptables, les avocats, ça. du coup. Tous, en fait, toutes les professions Tous. un peu libérales et Tous. tout. Super. Bon, on va continuer dans nos métiers pas très sexy, là. Ouais. Dératiseur. Dératiseur, donc tout ce qui est nuisible, ouf.
Pas facile aussi. Donc dératiseur, ouais, j'aurais fait peut-être une phrase d'accroche, zéro nuisible, on s'occupe de tout avec des démarches simplifiées, un service rapide en 24 heures. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, ça doit être, enfin, c'est une urgence. Du coup, on a besoin d'un service rapide. Donc j'aurais vraiment joué sur la rapidité avec peut-être un fast nuisible ou fast dérat, tu sais, avec une couleur rouge qui tape. Et ouais, je pense que j'aurais fait ça. J'en ai un dernier. Allez, j'espère qu'il est pas trop dur celui-là. C'est le plus dur. Oh là 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 là. Je laisse jusqu'à la fin parce que pour moi, c'est le plus dur. Dis-moi. Pompe funèbre. Ouf. Pompe funèbre. Ah ouais, celui-là, c'est vrai qu'il est vraiment compliqué. Ouais, il est hard. Parce que, en fait, il y a beaucoup d'émotions. Ouais. C'est... Ouais. Est-ce que déjà on peut customiser tous les sujets? Je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut. Bon, là, je serais parti sur du noir, du coup. Je pense que le thème, c'est noir. Vraiment du noir tapant. Et moi, je sais pas comment ils font leur communication, les pompes funèbres. Mais bon, après, c'est vrai, de ce que j'ai vu, ça donnait pas trop envie de rentrer à l'intérieur. Ouais. Mais non, franchement, j'ai pas d'idée. Pas du tout d'idée. Des fois, c'est mieux de pas se prononcer. Ah ouais, non, sur ça, je préfère pas me prononcer. Ah, c'est cool. On va faire un autre exercice. Allez. Parce qu'aujourd'hui, t'as de l'expérience, tu as monté tes propres centres, tu as recruté des franchisés. L'objectif, là, dans l'exercice, c'est que je vais te présenter plusieurs profils de potentielles personnes qui veulent, je sais pas, demain adhérer à Pink Pare-Brise. Bon, maintenant, c'est plus ouvert aux franchisés, de ce que je comprends. Tout est en mode filiale. Mais en tout cas, je vais te donner plusieurs types de profils et tu vas me dire si c'est des profils que demain, tu recruterais en tant que franchisé ou pas, ou bien sous condition de. Tu vois le truc? Bien sûr. Nickel, parfait. Donc, c'est je prends, je ne prends pas ou je prends à condition. Profil numéro 1. Jeune de 22 ans, motivé, sans expérience auto. Sans expérience auto, je prends à condition. Donc je pense que je ferai un rendez-vous avec lui. Je lui poserai des questions sur son mindset, sur les manières dont il voit la chose, les manières dont, enfin, où est-ce qu'il se voit dans 5 ans, qu'est-ce qu'il pourrait apporter à ce business-là. Et je regarderai beaucoup aussi son savoir-être. Donc sa manière de faire les choses, sa vision entrepreneuriale. Parce qu'aujourd'hui, certes, il faut un début à tout. Donc je ne serais pas contre fermer la porte à une personne qui veut entreprendre. Il faut vraiment qu'il ait cette fibre en fait, entrepreneuriale avec une vision et aussi l'envie d'entreprendre. Mais non, je serais pour. Ok. Ancien commercial terrain, donc quelqu'un qui sait vendre, mais novice dans l'entrepreneuriat et dans le pare-brise. J'aurais pris parce que bien sûr, quand tu es commercial, tu as cette fibre avec la clientèle, tu sais vendre quelque chose. Après, bien sûr, il y a une grosse différence entre un commercial et un chef d'entreprise. Bon, je ne vais pas te l'apprendre à toi, Youssef. Comme on le disait tout à l'heure, chef d'entreprise, faut savoir gérer, les problématiques, surtout à une certaine échelle. Donc, il faut vraiment avoir une mentale. Vraiment, c'est une mentale à avoir. Et bon, quand tu es commercial, ce qui est bien, c'est que si tu es un bon commercial, tu lâches pas l'affaire. Tu dois avoir peut-être 100 prospects. Sur les 100 prospects, tu vas en convertir 2, 3. Et ça, c'est une vraie forme de persévérance. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les commerciaux. Je sais que c'est pas facile de se faire recaler. Toute la journée. Toute la journée de se faire recaler. J'ai été moi-même commerciaux et je le suis encore à l'heure d'aujourd'hui quand je veux vendre mes services. Et commerciaux, non, je pense que les commerciaux, c'est des très bons profils. Ok. L'inverse maintenant. Très bon mécanicien. Excellent. Je sais pas si on appelle ça un mécanicien d'ailleurs, quelqu'un qui change les pare-brises. Technicien, poseur de pare-brise. Voilà, technicien, poseur de pare-brise. Très bon mécanicien, mais pas du tout à l'aise avec le commerce. J'aurais pas pris. J'aurais pas pris parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de démarches administratives. Vraiment beaucoup de démarches administratives. Pas mal de démarches aussi au niveau des actions de communication pour se faire connaître. Donc on va dire que c'est une plus grosse partie
que de vraiment poser des pare-brises. C'est vrai que c'est technique de poser des pare-brises, mais aujourd'hui, tu as accès à la sous-traitance, tu as accès à pas mal de choses. Je connais énormément de personnes, donc des poseurs de pare-brise qui n'avaient pas cette fibre, on va dire, administrative et commerciale. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour la plupart, ceux que je connais, ils n'ont pas forcément réussi. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les assurances, ils serrent un petit peu la vis. Et donc, si tu n'es pas prêt administrativement sur ce domaine-là, c'est compliqué. Vraiment compliqué de bien te développer et de pérenniser ta société. Ok. Couple en reconversion, premier business. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de... Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas. Personnellement, Personnellement, je pourrais pas. Mais j'ai vu des couples réussir dans l'entrepreneuriat. Bon, il faut la bonne dame à ses côtés. Mais si tu as la bonne dame à tes côtés, je pense que ça peut être une force, une vraie force. Parce que vous allez vous tirer vers le haut l'un et l'autre. Mais je serais pour. Je serais pour. Et d'ailleurs, j'ai un couple, enfin, de deux personnes qui sont mariées en tant que franchisés sur un centre à Montélimar. Et franchement, ça se passe super bien. Ok. Donc, j'accepte à condition Ils s'entendent bien. voilà, qu'ils s'entendent bien. Ok. Investisseur, mais absent. Quelqu'un qui a de l'argent. Il te dit, tiens, moi, dis-moi c'est combien je mets. Mais par contre, il n'est pas sur le terrain. Alors, investisseur, donc sur des revenus passifs, je serais plus pour qu'ils puissent avoir des parts dans la société, mais pas à 100%. Pas à 100% parce que généralement, ceux qui investissent à 100%, ils ont leur business à côté. Et quand ils ne sont pas issus du domaine, quand ils ne sont pas issus du secteur, ils n'ont pas forcément le temps de bien développer le domaine, le sujet. Donc, bien sûr, ils vont mettre leurs équipes en place, mais ça demande aussi un réel suivi, une certaine pédagogie avec une structure qui est solide. Donc moi, un investisseur à 100%, je ne serais pas forcément pour. Mais bon, si j'ai un investisseur qui souhaite avoir accès à des parts et qui puisse développer aussi à nos côtés, avec grand plaisir. Ok. Quelqu'un qui sait vendre, localement, il est connu. Mhm. C'est plutôt, on va dire, un mec qui a la tchatch, qui sait développer, etc. Mais il n'a pas de rigueur. Franchement, je ne l'aurais pas accepté. Parce que la rigueur, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Tu peux avoir des hautes motivations, des basses motivations. Mais aujourd'hui, ce qui reste dans l'entrepreneuriat, c'est la rigueur. Si tu donnes tout à 100% et qu'arrive au bout d'un moment, tu lâches tout, ça va pas être lucratif et tu vas pas réussir. Donc moi, je préfère une personne qui a un peu moins de qualité et de compétences, mais qui a une rigueur vraiment accrue, plutôt qu'une personne qui va tout donner et puis qui sera pas vraiment stable. Puis aujourd'hui, on le voit à la rigueur, surtout dans le domaine sportif. Donc les personnes qui ont le plus réussi, je pense à Cristiano Ronaldo, à tous ces athlètes qui ont une rigueur juste incroyable, ou les boxeurs. Donc aujourd'hui, pour moi, la rigueur, c'est primordial. Hmm. Ouais. Ok. Du coup, pour faire un récap, c'est lequel que tu prendrais en premier? Le jeune de 22 ans, motivé sans expérience, l'ancien commercial qui sait vendre mais novice sur le pare-brise, le mécanicien excellent, bon, de toute façon lui t'as dit que tu le prenais pas, Out. le couple en reconversion, premier business, l'investisseur absent, t'as dit que tu le prenais pas trop parce qu'il faut quand même un peu de présence, sauf s'il veut des parts dans la société. Et le dernier, il n'y a pas de rigueur, de toute façon, tu t'as dit que tu le prenais pas. Ouais. C'est lequel que tu prends en premier parmi tous ceux que tu as dit que tu prenais? Alors, en premier, j'aurais pris le commercial. Ok. Pour moi, le commercial en premier. En deuxième, j'aurais pris... Bon, c'est proche du couple, mais j'aurais pris en deuxième le jeune. Okay. J'aurais pris en deuxième le jeune. Vraiment, s'il y a le mindset derrière, je l'aurais mis en seconde position. En troisième position, le couple. Bien sûr, si y a pas de... ça, je peux pas savoir. Ça, je peux pas savoir. Bon, j'analyserai quelques éléments pour voir si... Pendant la réunion, si ça se regarde bien, s'ils sont bien d'accord. Je lancerai 2-3 pics aussi pour voir si ça regarde de travers ou... Et ouais, j'aurais mis dans cet ordre-là ma préférence de sélection. Ok. Et donc, selon toi, qu'est-ce qui tue un franchisé sur les 6 premiers mois? Ce qui tue un franchisé, c'est son manque d'organisation dans la trésorerie. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a jamais développé un business, il
on peut avoir des franchisés qui n'ont pas cette éducation financière sur la trésorerie avec le besoin en fonds de roulement. Donc pour faire vivre la société, pour la pérenniser, pour vraiment mettre en place des actions de communication, etc. On a des personnes qui confondent chiffre d'affaires et bénéfices. Et forcément, derrière, quand tu respectes pas ça, c'est compliqué pour ton développement. Donc, moi, au niveau de la formation de mes franchisés, c'est vraiment un point qu'on a énormément évoqué, la trésorerie, parce qu'il faut savoir que les assurances, ils ne nous règlent pas directement. Donc, on a besoin d'avoir cette enveloppe-là pour mettre en place toutes ces actions. Et aujourd'hui, le conseil que je donne, c'est vraiment de très très bien gérer sa trésorerie, quoi. Ok. Non, très bien. En tout cas, ça me donne ta vision des choses. Ok. Parce que c'est important de dire demain, s'il y a des personnes qui veulent bosser avec toi ou demain, des personnes qui veulent entreprendre, lancer leur projet, quel type de profils en fait, sont généralement acceptés, recrutés, validés ou pas. Et puis là, ce qu'on voit en tout cas de tout ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'aspect business est très important quand même, tu vois, d'avoir l'aspect commercial, mais sans la rigueur, ça marche pas non plus. C'est-à-dire, l'aspect commercial, c'est ce qui te permet de développer ta marque, mais il te faut une bonne gestion pour pérenniser ton activité. Parce que tu peux la lancer, mais tu peux aussi la faire cracher au bout de quelques mois si tu n'es pas un bon gestionnaire. Ça, hein. Exactement. Et j'aime beaucoup, c'est les personnes dans l'optimisation. Ouais. On a des personnes qui optimisent pas du tout, donc qui ne comptent pas qui voient pas leur marge, etc., qui ne savent pas du tout combien est-ce qu'ils gagnent par mois. Moi, je suis une personne vraiment structurée au niveau de ça, de ma marge brute, de ma marge nette, de mon EBE. Tous ces éléments-là, c'est des éléments vraiment, c'est des facteurs indispensables. Et j'aime bien communiquer aussi avec des franchisés ou des investisseurs ou des personnes dans différents secteurs d'activité, par exemple la restauration. On a des personnes qui sont très très fortes en optimisation et c'est vraiment eux qui ont réussi à développer leur business à haute échelle. Je pense notamment aux franchiseurs, qui ont développé leurs activités dans la restauration. Je sais que la marge elle est très très fine. Et si derrière il n'y a pas cette optimisation au niveau des coûts, de la masse salariale, donc de ton labor cost, de ton food cost, etc., tu perds de l'argent, quoi. Ouais. Et donc, nous, dans les pare-brises, je sais qu'il y a énormément d'acteurs qui font pas attention à cet aspect-là. Mais nous, on a pas mal de rigueur sur l'optimisation. Comment optimiser, comment améliorer la marge avec les produits complémentaires. Toutes ces actions-là, en fait, c'est ça qui va t'augmenter à la fin tes dividendes, tes bénéfices. Et c'est ça qui va te permettre de te développer. Il faut vraiment pas négliger le moindre euro, quoi. Et du coup, ce côté optimisation, est-ce qu'il vient du fait que tu as fait de la comptabilité et donc ça t'a aidé? Pas Ou du pas tout. du tout? Non, franchement, pas du tout. C'est de par mon réseau. J'aime beaucoup discuter avec des personnes qui ont entrepris, que ce soit à haute échelle ou à basse échelle, et puis en demandant des conseils à des personnes. Ce qui ressortait le plus, c'était vraiment cette optimisation au niveau des coûts. Parce que la plupart des personnes, ils y pensent pas forcément. Donc, quand ils voient l'argent rentrer, ils regardent pas derrière comment faire plus en réduisant, du coup, peut-être ses achats ou ses coûts ou en augmentant d'autres choses. Et c'est vraiment de par mes contacts, mon réseau, que j'ai pu analyser que voilà, c'était un élément fondamental. Ok. Non, c'est intéressant parce que tu parlais de restauration. Moi, j'ai pas mal d'amis qui sont dedans et ils me disent les meilleurs dans la restauration, c'est pas ceux qui font toujours le plus de chiffre d'affaires. Exactement. Tu vois, quand ils comparent deux franchisés par exemple, ils remarquent que entre deux franchisés, t'en as un, il peut faire, je sais pas moi, je dis 60 000 euros par mois. L'autre, il fait 40 000, mais celui de 40 000, il a une bien meilleure gestion et il a même un meilleur bénéfice que celui qui fait 60 et qui dépense à gogo. Tu sais, même qui donne des canettes dans tous les sens sans calculer chaque canette qui sort, tu vois, un peu cet exemple et tout. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi et ça fait partie, moi, des erreurs que j'ai faites. C'est que pendant très longtemps, en fait, il y a le chiffre d'affaires, il y a le bénéfice et il y a le cash. Tu vois. Et hier, je parlais avec un ami qui me disait Youssef, ce qui est important, c'est le bénéfice. Je dis en fait, ce qui est important, c'est le cash. Je veux dire, c'est encore plus loin parce que tu as des business où le bénéfice est là, mais si l'argent n'est pas dans le compte, malgré que tu fais du bénéfice, ça ne marchera pas aussi. Parce qu'à la fin, c'est l'argent qui est dans le compte qui fait tourner la boîte. Et donc, moi, j'ai switché en mode cash. Cash is king, comme disent les Américains. C'est le cash au-dessus du bénéfice, au-dessus du chiffre d'affaires. C'est ce qu'il y a dans le compte à la fin. Est-ce que ça te permet de tenir sur combien de temps? Est-ce que ça te permet d'investir sereinement sans te prendre la tête? Et donc, j'ai même arrêté de regarder le bénéfice. Moi, je regarde c'est quoi la trésor en fait? Qu'est-ce qu'il y a dans le compte? Parce que sur certains business, tu vois, notamment dans le monde de la formation, tu as des délais de paiement qui sont extrêmement longs. Tu vois? Et plus tu augmentes
Tu sais que tu avais un CFA, plus tu augmentes ton nombre d'étudiants, plus derrière, tu as un BFR qui est élevé. Et donc, t'es pas payé en fait le mois même, t'es pas payé sur 2 semaines, parfois tu es payé sur 6 mois, sur 9 mois. Donc, si tu fais x10 sur ton activité, eh ben, il faut faire, tu fais x10 sur ton BFR. Et si t'as pas la capacité de tenir ça, bah moi je l'ai vécu, hein. C'est compliqué. C'est hard, hein. T'as beau faire bénéfice, tout ça et Ouais. tout, c'est mort. C'est ce qu'il y a dans le compte qui compte, tu vois. Et là, c'est très intéressant ce que tu dis et bravo d'avoir eu la vision aussitôt. Parce que moi, je l'ai pas eu et je sais que ça m'a causé pas mal de difficultés parce que je calculais chiffre d'affaires, je calculais bénéfices, Ouais. mais je calculais pas le cash. Et en fait, moi, c'était une question de cash, plus loin que uniquement le bénéf. Exactement. Après, le vice, vraiment, c'est que quand tu fais rentrer de l'argent, tu vois pas plus loin. Ouais. Donc, tu utilises tes dépenses, tu payes tes commerciaux, tu payes tes formateurs, tu fais tes dépenses, etc. Mais c'est le jour où tu as un petit pépin que là, tu vois qu'en fait, tu aurais dû optimiser ça, peut-être réduire ces coûts-là, etc. Et tu regrettes par la suite ces éléments. Mais ouais, non, franchement, je suis content de l'avoir découvert plus tôt. Et même si j'ai fait aussi quelques erreurs, bien sûr, on apprend toujours sûr. de nos erreurs. Mais on va dire que vraiment, le réel avantage que j'ai eu, c'était l'accompagnement. Mhm. J'ai été très bien accompagné. Je pense que ça m'a fait gagner pas mal d'années sur le business. Les entrepreneurs qui m'ont entouré, bon, je suis beaucoup dans la communication avec eux. Et bon, on se raconte nos problèmes, forcément. On a que ça de toute façon, Ah c'est ouais, notre vie, hein. on a que ça. On raconte là, c'est tout beau, tout rose, c'est positif, mais la réalité, on sait très bien derrière une montagne de problèmes. C'est que la face visible en fait. Exactement. Que la face visible, ce qu'on voit à l'extérieur. Ouais. Bah, c'est bien, c'est-à-dire que tu t'es très vite bien entouré en fait. De personnes qui ont plus d'expérience que toi et qui t'ont dit exactement par où passer. Comme tu gagnes 10, 15, 20 ans à la fin. Ils m'ont énormément aidé, surtout sur tout ce qui est ressources humaines, comptabilité, gestion financière, éducation financière. Et donc j'ai pris un peu de toutes ces personnes-là et ça m'a permis de me développer très très rapidement. Ouais. Non, super. Écoute, j'ai une dernière partie là. Dernier exercice. Ok. Là, l'idée en fait, c'est simple, c'est que je vais te proposer des thématiques et tu vas nous dire si c'est déjà présent ou dans un avenir proche. Est-ce que c'est totalement bullshit, ça veut dire que pour toi ça verra jamais le jour, ou bien ça va arriver un jour mais pas tout de suite, dans longtemps, tu vois. Ok. Très simple. 1. Dans quelques années, les pare-brises seront tous des écrans connectés. Alors, ça, je pense que ça sera dans un futur lointain. J'ai vu ça dans un dessin animé. Quand j'étais jeune, je regardais beaucoup Futurama et les Simpsons aussi. Et je me rappelle, il y avait un épisode où tu avais des voitures volantes et les pare-brises connectés. Donc, tu appuyais sur le pare-brise et ça te mettait en place des fonctions. Mais je pense qu'on pourrait avoir des pare-brises. Ouais, je pense qu'on pourra vraiment avoir des fonctionnalités sur les pare-brises plutôt avancées dans un futur lointain. Ok. L'intelligence artificielle va remplacer tout le côté commercial, humain, devis, client, et on n'aura plus besoin d'humain pour prendre son téléphone, prospecter et puis signer des deals. Alors là, on est en plein dedans. On est Ok. en plein dedans avec Claude. Je pense que tu dois connaître. Ouais, bien sûr. C'est une révolution. Franchement, une révolution sur toute la partie administrative. Nous, ça nous aide beaucoup. Sur tout ce qui est déclaration, sur les relances aussi, assurance. Donc, on a mis en place, on a mis de l'IA dans tous ces process. Dans le côté commercial aussi. Donc, ça, je dirais futur proche ou même instantané, quoi. Ok, donc on est déjà dedans en fait. On est déjà dedans. Faut juste, faut juste se mettre à la page. Super. Le fait de ne pas être présent sur TikTok ou Instagram, ça va te faire disparaître ton activité. Je dirais bullshit. Je dirais bullshit parce qu'aujourd'hui, les actions de communication, elles sont vraiment vastes. Tu as le média, le hors-média, bon, le digital. Mais si tu arrives à vraiment avoir un bon ciblage sur le média et hors-média, tu peux quand même faire marcher ton activité, même en dehors des réseaux sociaux. Même si, bien sûr, les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça contribue à du chiffre pour la société, de l'activité, de la productivité. Mais je pense que c'est bullshit. Ok. La voiture autonome, qui va réduire fortement le nombre d'accidents, va obliger des structures telles que la vôtre à totalement se réinventer. Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'on va toujours devoir s'adapter. On doit toujours s'adapter en fonction de l'ère où on est.
je dirais que c'est un petit peu... Bon, c'est pas bullshit, mais je pense qu'il y aura toujours une part d'adaptation à mettre en place dans le futur, même si on ne sait pas de quoi est fait le futur. Donc, moi, j'aurais mis un point d'interrogation dessus. Demain, il n'y aura plus besoin d'humains pour gérer un pare-brise. La partie commerciale sera gérée par un pare-brise et tu auras Ouais. des robots qui vont faire les J'aimerais changements bien. de pare-brise. J'aimerais bien. Ça serait mon rêve. Franchement, j'aimerais Tout est bien. connecté comme dans une usine, tu vois. Aujourd'hui, les ressources humaines, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Dans une société, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, si on peut intégrer des machines, après, je pense que ça va être compliqué, des robots qui remplacent des pare-brises. Je pense que ça, c'est bullshit, mais on a quand même des outils avec des bras de pause qui aident les techniciens. Après, à 100%, non, je pense pas. On aura toujours besoin d'humains. Et c'est vrai aussi que c'est toujours aussi bien d'avoir ce côté humain avec qui communiquer. Mais le moins possible serait le mieux. Parce qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus tu sais, des boîtes qui sont portées par un fondateur ou deux fondateurs, mais qui arrivent à se développer sans avoir de salariés. C'est vrai que je crois que c'est tous les rêves des entrepreneurs, ça. Bon, quoique quand même, il y a des personnes Ouais. qui sont là, qu'on aime beaucoup, qui se battent avec nous. Ouais. Après, je crois qu'on a eu le premier milliardaire qui a pas eu d'employé, enfin, qui a géré sa société solo. Je crois que c'était dans l'IA. Il Ouais. me semble qu'il a créé une IA et qu'il a réussi à générer, qui a réussi à être milliardaire. Ouais, c'est une folie, ça. Ouais, franchement, c'est une Ok. folie. Donc pour toi, bullshit dans ce domaine. Bullshit. Ok. Impossible. Même un robot, demain, il peut pas changer le truc. Franchement, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à visualiser la chose. Je dis Ouais. pas que c'est peut-être pas impossible, mais j'ai vraiment, vraiment du mal à visualiser le robot qui te découpe le pare-brise, qui vient te le poser. Toi, t'en penses quoi? Moi, en fait, ce que je me Ouais. dis, c'est que c'est déjà des robots qui construisent des voitures. Donc pourquoi pas les Après, réparer, ouais, c'est vrai. tu vois. C'est vrai. C'est déjà des robots. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas la vision d'une usine, hein, mais j'ai l'impression que dans une usine, Ouais. t'as plein de robots et ils posent les pare-brises, ils posent les portes. Enfin, je sais pas. Hein, tu Ouais. vois. Donc je me dis, s'ils peuvent faire ça, bah, ils peuvent en mettre un deuxième. Ah, franchement, Tu vois ce j'aimerais que je veux bien. Le jour où ça sort, tu m'appelles. Dès que ça sort, Ah, je serais vais le en premier. Chine bientôt, là. Ah ouais. Je vais regarder ce qui se passe là-bas. Je te dis, attends, t'as raté un truc là. Ouais, je viendrai avec toi. Non, c'est lourd. Et du coup, qui est vraiment Samy Zeroual? Donc, je vais te poser quelques questions. L'objectif, c'est de découvrir un peu plus toi en dehors de l'œil regard entrepreneurial, Ok. l'œil business, savoir ce que tu kiffes, tes activités un peu perso. Tu m'as parlé de foot. De foot. En plus, j'ai remarqué une chose. Le dénominateur commun entre beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, mais pas que, aussi des personnes qui ont réussi leur carrière professionnelle, c'était le sport. J'ai remarqué ceux qui étaient assidus, qui avaient une vraie détermination dans le sport, une vraie discipline. Très souvent, ils réussissaient dans le monde professionnel, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre. Donc, peut-être que toi, le foot, t'as failli percer, ou tu t'es cassé une jambe, ou il s'est arrivé un truc. Hein. Évidemment. Mais tu m'as dit, en tout cas, tu jouais beaucoup au foot. Ouais. Et à un très bon niveau en Ligue 2, c'est ça En Ligue 2 au futsal. T'as essayé de percer dans le foot avant d'entreprendre? Alors, j'avais toujours ce rêve quand j'étais enfant. Donc, j'avais fait des essais à l'ESTAC. J'étais vraiment jeune, je crois que j'avais 13 ou 14 ans. Bon, ils étaient déjà à un très haut niveau, les jeunes. J'ai été pris lors du premier essai. Par la suite, j'ai fait des entraînements avec l'ESTAC. Et je me rappelle, le coach, il est parti voir mon père au bout de 2 entraînements. Et il lui a dit, ton fils est très très bon, mais il est trop maigre. Donc ça, c'était compliqué parce qu'à l'ESTAC, il y avait vraiment des gros gabarits pour 13-14 ans et ils cherchaient des personnes Tu jouais quel plutôt poste? physiques. J'étais 10, 10. milieu de terrain. 10, ça va, normalement 10, on les connaît les petits rebeux. Ah ouais, j'étais technique. J'étais technique, j'avais comme Riyad Mahrez les gants. Ah. Je jouais avec les gants, j'étais beaucoup five, énormément de five tous les jours avec mon ballon. Et non, le foot, ça m'a beaucoup aidé, ça a été une vraie passion et c'est toujours une passion. Jusqu'à l'âge de 18 ans, donc j'évoluais au foot et je suis passé au futsal. Ok. Et aujourd'hui, pour moi, le futsal, c'est indispensable. J'ai joué 4 ans avec Reims Métropole Ok. en Ligue 2. Ensuite, quand je suis descendu dans le sud, donc à Avignon, j'ai signé à Montpellier. Pareil en Ligue 2. Je faisais 1 heure de route aller, 1 heure retour, 4 fois par semaine. Les déplacements, on allait jouer à Nantes, on allait jouer à Paris, à Lille, en Corse. Donc ça me prenait pas mal de temps. L'année d'après, j'ai signé à Beaucaire. Et là, je devais signer cette année à Perpignan. Et bon, j'ai signé à Perpignan, mais moi j'ai fait qu'un seul match. Parce que bon, avec les déplacements, chaque fois que le coach il m'appelait, viens jouer ce week-end. Ouais, je peux pas, je suis à Paris, viens jouer ce week-end, je peux pas, je suis au Maroc. Tu l'as fatigué, Mskin. Ouais, je l'ai fatigué. Franchement, je l'ai tué.
Mais non, franchement, le sport, ça m'a beaucoup aidé. Ça aide beaucoup aussi au niveau du mental. Bien sûr. On travaille toute la journée, de 6 h du matin jusqu'à 19 h. Mm. On n'a qu'une envie, c'est de se soulager, de taper dans le ballon, de mettre des petits ponts. Bien sûr. C'est mental, leadership. C'est ça. Même, c'est un des rares moments où j'arrive à oublier ce qui se passe dans ma vie. Tu C'est vois. ça. Quand tu joues au foot, en fait, ça demande tellement de concentration, tu vois. Et c'est tellement hala comme sport, c'est tellement un kiff que c'est bon, t'oublies tout. Tu sais, c'est un moment, c'est la seule zone où j'oublie tout. Tu vois, tout le reste, t'arrives toujours à être connecté. T'es en famille, t'es avec des enfants, même t'es avec la maman mskina, t'es toujours connecté, tes trucs qui arrivent partout. Même dans ta prière, t'es toujours connecté, tu vois. Exactement. Le foot, non, déconnexion totale. Tu sais, moi, à chaque fois que je bouge, j'ai fait beaucoup de pays. Ouais. La première chose que je cherche, c'est des gens avec qui je joue au foot. Partout, partout. Tu vois, j'aimerais bien aller vivre au Maroc. Ouais. La ville que je choisis, il faut que ce soit une ville football. Sinon, je vais pas. Tu vois, une ville où, par exemple, moi, je suis de Casa. Ok. Et chez la force à Casa, c'est que c'est une ville football. C'est-à-dire, tu peux finir ta journée à 19h, tu vas à la plage, tu joues au foot. Tu trouves des gens avec qui jouer. Et ça, c'est une drogue, c'est obligatoire. C'est impossible d'aller dans un endroit où ça joue pas au foot. Un bon petit niveau quand même, pas. Ça va, du coup, tu t'as un vois. bon niveau. Ça va, on joue Ah bien ouais. en foot. On sait pied gauche, pied droit, accélération physique, grosse frappe, tout. On sait tout faire. Défendre, attaquer. C'est vrai que ça te fait oublier tous tes problèmes. Ouais, t'oublies tout. Si c'est un problème dans la journée, t'arrives au foot, t'oublies tout. C'est une dinguerie. Là, C'est un soulagement incroyable. j'étais à Casa pendant une semaine, la semaine Ouais. dernière. Je finissais ma journée à 19h, 20h. Tous les jours, je descendais à la plage. 20h, 21h30. Mon 1h30 de foot. Et après, je reviens bosser Ouais. s'il faut bosser. Et je me rappelle, c'était jeudi. Ce jeudi-là, j'étais pas bien. J'étais fatigué. Je sais pas ce que j'avais. Il y avait même pas un truc. Tu sais, tu connais les montagnes russes quand t'es entrepreneur. Ouais. Des fois, t'es fatigué, t'es KO. Même le foot, tu dis, vas-y, j'ai la flemme, mais tu sais quoi, je vais y aller. Je suis sorti du foot, j'étais bien. Ça m'a remis de bonne humeur, tu vois, c'est une dinguerie, tu vois. C'est-à-dire, j'ai passé une mauvaise journée pour rien en plus. Tu vois, pour rien. Des fois, c'est comme ça. Je suis sorti du foot, ça m'a fait un bien énorme. Ça t'a fait un bien fou. Oh, un bien fou. Donc, c'est un équilibre en fait. Donc, je te comprends. Ouais. Et en plus, nous, on n'arrive pas à déconnecter, c'est ça notre problème. Ouais, on n'arrive pas à On déconnecter. déconnecte jamais, même quand on est en vacances. On peut aller à Dubaï, on peut aller au Qatar, on peut aller n'importe où. On est toujours avec notre téléphone, surtout quand il y a des problèmes. Avec ça à faire, de toute façon. Il n'y a que ça à faire. Et on n'arrive pas à vraiment se détacher du téléphone à n'importe quelle heure. Moi, des fois, à minuit, à 1h, je suis encore dans les appels. Je me réveille à 6h, je me réveille à 4h. J'enchaîne directement. Et tu as toujours ce stress mental à cause du business, quoi. Et donc, c'est vrai que quand on a des moments où on arrive à se détendre, à se soulager, ça fait du bien. Et ça Ouais. nous rend plus productifs aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, déjà, ça te redonne une bonne énergie. Ouais. Non, c'est cool. Du coup, qui est vraiment Samy Zeroual? Autre chose, c'est quoi ton dessin animé préféré? Mon dessin animé. En fait, de base, il y a écrit film. Mais tu sais quoi, j'ai dit, je vais changer la question. Film. Dessin animé. Dessin animé, franchement, les Simpsons. Hein. Les Ouais. Simpsons, depuis tout petit, il me semble que c'était le vendredi soir à 20h jusqu'à minuit. C'était soirée Simpson, je sais plus si c'était sur M6 ou. Mais tous les vendredis soirs, j'étais devant ma télé. Il y a une scène des Simpsons là, tu peux me la sortir tout de suite, un truc qui t'a marqué dans les Simpsons. Le truc qui m'a marqué dans les Simpsons. En fait, le truc de fou dans les Simpsons, c'est que des fois, il y a des scènes qui se passent. Et bon, c'est des épisodes qui datent de 20 ans. Et tu les revois 20 ans après ou 10 ans après. Tu sais. Et ça sort sur les réseaux sociaux. Ouais. Des fois, tu vois des trucs de fou. Tu vois le président. Enfin, j'ai pas de détails exactement en tête, mais il s'est passé plein de choses dans les Simpsons que tu revois après. C'est vrai ça d'ailleurs. Ouais. Je me demandais est-ce que c'était vrai ou pas, ou c'était juste des choses montées. Non, c'est vraiment Il y vrai. en a écrit au complot. Mais Ah. bon, nous, on n'aura pas d'avis dessus. Ok, donc Ouais. Simpson, Les Simpsons, ouais. à fond. Une photo qui compte pour toi. J'ai une très belle photo qui compte pour moi. Une très très belle photo. Quand j'étais jeune, bon, encore une fois, on va parler du foot. Ouais. Je jouais dans un club et le club, il s'appelait les Marocains de Chalon. Ok. Je te jure, les Marocains de Chalon. Et en fait, mais t'avais de toutes les origines, tu sais. Mais en fait, c'était bien parce que t'étais avec tous les amis, t'avais tous les papas qui venaient regarder les matchs. Et moi, j'étais un grand fan de Karim Benzema. Mm. Et avant, tu sais, la coupe de Karim Benzema, il avait 2 traits juste ici. Ouais, c'est Tu ça. vois À Lyon, ça. C'est ça. Et moi, c'était mon kiff. Donc, je suis parti chez le coiffeur. J'ai fait les 2 traits. Et bon, j'étais dans la peau de Karim Benzema. Et là, on était à un tournoi. Et en fait, on me voit tout maigre. Avec mon t-shirt XXL qui tombait jusqu'au genou. Et en fait, la photo, elle est hyper marrante. Un livre qui t'a marqué.
Un très beau livre. J'ai un très très beau livre en tête. Il s'appelle Ne sois pas triste. En fait, ce livre-là, Je crois que j'ai déjà lu, ça me dit quelque chose. il est incroyable. C'est ma mère qui me l'a offert. J'étais dans une période plutôt compliquée dans ma vie et elle m'a dit, mon fils, lis ce livre. Donc j'ai commencé à le lire. J'ai lu 5 pages et je crois en- en une journée, je l'ai terminé. Et en fait, ce livre, c'est plein de petits passages qui te donnent des conseils sur la vie, qui te disent comment agir et qui te disent, entre guillemets, ne sois pas triste de la vie parce qu'il y a toujours pire. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, tu relativises. À chaque fois que tu as des problèmes dans ta vie, tu relativises toujours et tu mets en place ce qu'on appelle le tawakkul. Donc le tawakkul, c'est un mot en arabe qui dit que, entre guillemets, tu places ta confiance en Dieu sans rien attendre en retour. Quoi qu'il arrive, si t'arrive quelque chose, une épreuve ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a un bien C'est derrière. un khir pour toi. C'est un khir pour toi. Et ça m'a énormément aidé dans ma vie perso, mais aussi dans ma vie professionnelle, tu sais. Parce que à chaque fois que tu vis quelque chose, tu as toujours cette angoisse, tu as toujours cette peur du futur. Te dire, imagine s'il arrive ça, et imagine s'il arrive ça. Et moi, j'ai toujours été dans le truc où je me suis dit, si ça doit arriver, c'est qu'il y a un bien derrière. Et ça m'a jamais, enfin, ça a jamais trompé, tu vois. Et quand je lisais quand je lisais des textes dans ce livre-là, il y a des passages qui m'ont vraiment marqué, tu vois. Il y a des passages qui m'ont vraiment marqué. Bon, je les ai plus trop en tête, mais je crois qu'il y avait une phrase qui disait celui qui rend le mal par le mal se fait du mal à lui-même. Et je réfléchissais à cette phrase. Je me disais, mais en fait, c'est une phrase incroyable parce que la plupart des personnes, et moi le premier, quand il m'arrive quelque chose, ta première envie, c'est de te venger de cette personne-là. Tu te dis, bon, elle m'a fait ça, c'est pas bien, il faut que je me venge, etc. Et quand tu réfléchis à ça, tu te dis, mais attends, en fait, je me mets au même niveau que cette personne-là, donc je suis encore pire que lui. Et moi, toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie, j'ai jamais rendu le mal par le mal. J'ai toujours pris de la hauteur dans les situations et j'ai mis en place le tawakkul. Donc j'ai placé ma confiance en Dieu et derrière, ça m'a ramené en fait un réel apaisement dans mon cœur et dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, le business, ça apporte beaucoup de stress, tu sais, énormément de stress. T'as une pression mentale, t'as une pression au niveau de ta famille parce que tu veux pas les décevoir, tu veux pas décevoir tes amis, t'as envie de réussir, donc tu portes tout le poids sur tes épaules. Et quand t'es entrepreneur, tu peux pas raconter tes problèmes aux gens. Parce que si tu racontes tes problèmes aux gens, ils vont s'en réjouir, tu sais. Donc moi, je suis ce genre de personne qui se dévoile pas. Je garde tout en moi et je suis beaucoup au spirituel. Et c'est vraiment ça qui m'aide à surmonter les épreuves et à prendre beaucoup de hauteur. Vraiment beaucoup de hauteur sur tout ce qui se passe. A contrario, mon frère, mon grand frère, il est beaucoup plus sanguin que moi. Et j'essaie toujours de lui donner quelques conseils au niveau de ça. De lui dire, écoute, ça en vaut pas la peine. Ça laisse, t'inquiète pas. Ça t'en occupe pas. Parce des fois, on prend les choses à cœur. On prend vraiment les choses à cœur et on se met dans des états catastrophiques, limite des burn-out, des dépressions, etc. Et à la fin, on se dit, en fait, il va rien m'arriver de plus que tout ce qui a été écrit. Donc pourquoi se mettre dans cet état-là, tu vois. Et même au niveau du côté matériel, on est beaucoup attaché au matériel. Moi, personnellement, j'étais beaucoup attaché au matériel. Et c'est grâce à ce côté spirituel-là que j'ai réussi à vraiment m'en détacher. Parce que le problème, c'est que quand tu es entrepreneur, tu génères de l'argent. Et si tu fais n'importe quoi derrière, tu sais, tu peux vite sombrer. Bien sûr. Tu as toutes les tentations avec les boîtes de nuit, avec les femmes, avec les sorties, avec les habits, etc. Donc tu peux vite flamber. Et moi, je suis toujours resté à mon échelle, en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé, Et aujourd'hui, je ressens un réel apaisement en moi. Et c'est vraiment une chose que je recherche au quotidien, en fait. On va dire que c'est une source de bonheur. C'est vraiment une source de bonheur parce que des fois je me pose la question. Je me dis, Samy, ok, c'est bien, t'as réussi à monter ça, t'as fait ça, tout le monde te félicite, tout le monde te serre la main. Mais est-ce que c'est réellement ça qui va t'amener le bonheur? Parce que tu le vois aujourd'hui, quand tu fais de l'argent, c'est pas ça qui te ramène le bonheur, tu vois. C'est... Et donc des fois je me remets en question, j'ai énormément de remises en question, tu sais.
Et aujourd'hui, ce qui m'aide vraiment, c'est ce côté-là. Donc, j'ai eu la chance de partir en Arabie Saoudite plusieurs fois pour des voyages spirituels. Et tout à l'heure, je te disais qu'on n'arrive pas à se déconnecter. Et moi, les seuls moments où j'arrive à me déconnecter, c'est quand je pars faire une Umrah. Là, c'est un moment de bonheur. Je pose ton tel. Je pose mon téléphone. Et là, je me mets en mode déconnexion, en mode avion. Toute la journée, t'es dans une journée d'adoration. Et là, t'as ton cœur qui s'ouvre, tu sais. T'as ton cœur qui s'ouvre, t'as toute la pression qui redescend. Non, franchement, c'est incroyable. Franchement, les personnes qui ne sont pas encore parties, je vous le conseille. Ah, Parce que magnifique. c'est une sensation et une expérience inexplicable. Énorme. Vraiment, énorme. Énorme. Ouais, vraiment énorme. Ouais, c'est... Je suis allé deux fois l'année dernière avec mon père. J'étais déjà allé Sympa. les années précédentes. Ouais. Moi, je vois ça comme un rendez-vous spirituel, tu vois. Mm. Et à chaque fois que j'y suis allé, ça n'a jamais été de ma propre volonté, Ok. tu vois. J'ai toujours vu comme un appel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un m'a proposé, j'ai répondu oui. Parce que je me disais, c'est bon. Mm. Ça, c'est Dieu qui m'a appelé, je peux pas dire non. Tu sais, des choses comme ça. La première fois que je suis allé, pareil, j'avais pas prévu. J'étais dans une association. On avait aidé quelqu'un qui avait un cancer. On lui a offert une Umrah. Il fallait quelqu'un pour l'accompagner. Personne ne pouvait. J'ai dit, ah, Dieu il m'appelle, il faut que j'y aille. Bam. Et en fait, à chaque fois, il y a 2 ans, j'ai un ami qui a une agence. Il m'a dit, Youssef, viens pendant les 10 derniers jours de Ramadan. J'ai de la place avec moi. Tu Ouais. peux dormir avec moi dans la chambre et tout. Bam, appel, faut que j'aille. En fait, tu vois, moi, tu me proposes. Hein. Ouais. Demain, tu me dis, hop, je dis, c'est bon. Là, c'est un appel. Là. Ça, tu vois, quand tu vois, moi, je vois le truc comme ça. Et j'y suis jamais allé par moi-même, tu vois. Ok. L'année dernière, quand je suis allé avec mon père, c'est mon père qui dit, voilà, moi, je suis jamais allé. J'aimerais bien faire une Umrah. Bam, appel. Ouais. C'est tac, tac. Ça déclenche et tout. Donc, je comprends totalement ce que tu dis. Je Ouais. comprends totalement ce que tu dis parce que ça te déconnecte réellement d'absolument tout. Ça te recentre. Et puis, là-bas, y a pas, la richesse, ça compte plus en fait. Ça n'a aucune valeur. Tous pareis Exactement. pendant un moment. Pendant un moment. Et après, tu reviens. Après, tu reviens dans ta Après, vie. tu reviens ici. Après, tu reviens dans ta vie, bam. Tu te fais rattraper direct. Ah, tu te fais rattraper Tu direct. te fais rattraper vite. Hein. Ah ouais. Tu te fais rattraper très très vite. T'as même pas le temps de courir. Ah, c'est une folie. Encore 2. Ok. Team CR7 ou Team Messi? Franchement, Team CR7. Je suis un grand fan de CR7. Même si j'aime beaucoup Messi. Mhm. Mais CR7, il a cette rigueur qui est incroyable. En fait, le mec, c'est une machine. Et j'entendais des anecdotes sur lui où il disait qu'en fait, il dort par 90 minutes, tu sais. Il fait des siestes de 90 minutes. En fait, je le vois comme un robot. Ouais. Et c'est un mec, c'est un acharné du travail. Il est jamais satisfait. Là, je sais pas, il a quel âge. Et là, il court 41, encore vers, ouais, peut-être 41. Et il court encore vers, je crois, 1000 buts, un truc comme Ouais. ça. Et il se la donne encore là-bas, c'est en Arabie Saoudite, ouais. Il se la donne encore en Arabie Saoudite pour atteindre ses objectifs. Et c'est un mec qui l'a jamais. Donc moi, ouais, non, vraiment, j'ai pas mal d'admiration pour CR7. Même si Messi, c'est un génie du ballon. C'est vrai qu'on compare souvent CR7 et Messi au talent Ouais, et CR7 vraiment le travail. ouais. Après, moi, je suis Team Messi. Tu Messi. Je suis Team Messi parce que je considère qu'il a du talent, Ouais. mais il aurait jamais pu faire tout ça sans le travail, tu vois. Ouais. Et c'est-à-dire que c'est vrai que CR7, il a une image qui est folle, il a une superbe communication aussi. Je pense que Messi, c'est un acharné du travail, mais plus discret. Tu vois, parce que tu peux pas être à ce haut niveau encore aujourd'hui sans être un gros travailleur. En tout cas, moi, j'arrive pas à y Bien sûr, croire. J'arrive bien pas à me dire que ce gars-là, il s'entraîne normalement, il s'en fout, il est à l'aise, il sort. Tu vois, pour moi, il doit être un vrai acharné du travail, mais peut-être un peu plus discret sur ça. Tu vois. Je pense aussi, ouais. Après, Ouais, Messi, ouais. c'est un génie incompris. Ouais, c'est un génie incompris. Tu le comprends pas. Ouais, C'est ça qui est beau. Ce que j'aime bien, je sais pas si tu vois, des fois, tu vois les analyses de la vidéo, Ouais. tu vois, il est en train de marcher, et en fait, tu connais le foot, c'est en bloc, tu vois, tu défends en bloc, tu bouges à gauche, à droite, et en fait, lui, il casse le bloc. Il est pas dans le bloc. Tu vois, il est tout seul dans sa zone, il marche. Par contre, tu sais que quand il va avoir la balle, je sais plus, c'est Mbappé, il disait ça, il disait à l'entraînement, il y avait Neymar, il y avait moi, etc. et tout. Allez, sur 10 frappes, on en réussissait 6, 7. Tu vois. Messi, sur 10 frappes, 10 buts. Incroyable. Et tous au même endroit. Petit filet, tranquille, facile pour lui. Tu sais, c'est incroyable.
Après, moi, je suis pour le Barça aussi, donc Ah ouais? c'est pas très objectif quand je dis Team Messi. Ouais, Team Ronny de base. Team Ronny. Voilà, Team Ronny de base. Euh, Dernier, derrière le fondateur très ambitieux, Samy Zeroual. Il se cache quoi? Derrière le fondateur très ambitieux, il se cache ouais, une personne plutôt discrète, réservée, et qui a un cercle très très restreint. En fait, je suis une personne qui a vécu pas mal de trahisons dans mon entourage, et j'accorde très peu ma confiance. Vraiment très très peu ma confiance. Je suis beaucoup dans l'analyse de l'humain, parce que bien sûr aujourd'hui les relations quasiment elles sont toutes par intérêt. Et donc, moi, j'ai ce truc en fait d'être solitaire, énormément solitaire. Je voyage tout seul. J'aime bien voyager, j'aime bien voyager tout seul. Et voilà, j'ai vraiment ce truc où je me méfie un petit peu je me méfie un peu des gens parce que j'ai eu pas mal aussi d'épreuves dans ma vie. Et ce côté-là, c'est pas un côté que je divulgue beaucoup, tu sais. Tu vois le Samy qui communique de partout, qui lance la canette ping par brise. Mais t'as pas ce côté-là du Samy réservé, tu sais. J'aime bien aller au restaurant tout seul, j'aime bien aller au cinéma tout seul. Je raconte pas mes soucis aux gens et donc j'ai vraiment entre guillemets ce poids sur mes épaules qui fait que voilà, j'ai vraiment cette part où j'aime bien rester tout seul. Non, super. Voilà. Déjà, merci beaucoup, Samy, d'être C'est à venu. toi. Parcours que je découvre. Pour l'instant, la plupart des personnes que j'ai interviewées, je les connaissais déjà avant. Donc, j'avais déjà plus ou moins une partie de leur vie. Toi, je découvre tout durant l'interview. Et très passionnant. Bravo pour ce que tu as fait, bravo pour ton parcours, bravo pour ton projet, pour ta personnalité aussi. Après, la personnalité, on est ce qu'on est, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose on est né avec, mais après les projets, tout ce qu'on a contribué, c'est des choses qu'on a fait. Je te souhaite beaucoup de réussite déjà, dans tout ce que tu entreprends, dans tous tes projets. D'être très heureux, parce que c'est ça que tu cherches aussi à la recherche du bonheur, toujours. À la recherche du bonheur. Toujours se remettre en Toujours. question. C'était un vrai plaisir de te découvrir, de voir aussi l'entrepreneuriat en famille. Moi, pareil, je bosse beaucoup avec ma petite sœur, donc on entreprend beaucoup en famille. Je travaille beaucoup avec ma femme aussi, donc l'entrepreneuriat en famille, je sais ce que c'est. Voilà, il y a les bons côtés où bah, tu peux faire confiance aveuglément et après, quand tu te bagarres, par contre, tu te bagarres pour de vrai. Là, en fait, tu peux dire des choses que tu peux pas dire à un salarié, tu vois, quand tu entreprends en famille, tu vois. Mais en tout cas, c'est cool. Je suis très heureux de t'avoir réussi, très heureux de t'avoir découvert et d'avoir fait ta connaissance. Donc, bravo à toi, Samy. C'était un vrai plaisir ici. Écoute, merci beaucoup Youssef pour ton invitation. Merci beaucoup aussi à ton équipe qui est vraiment très sympathique. Et puis, j'espère à bientôt. Ouais, à très très bientôt. Ouais. Merci, Samy. Suivez Samy Zeroual, suivez Pink par Brise, suivez tout ce qu'il fait. C'est sur les réseaux sociaux, vous êtes présent? Sur les réseaux sociaux, ouais. Sur les réseaux sociaux. Après, moi, sur LinkedIn, donc Samy Zarwal. Et puis sur les réseaux sociaux, Ping Pare-Brise France sur Instagram. Et puis sur Snapchat aussi, Ping Pare-Brise France. Magnifique. Voilà. Merci, Samy. Et n'oubliez pas, likez, commentez, repartagez, suivez la chaîne. C'est que le début. Encore plein d'entrepreneurs talentueux. Et Samy en fait partie. À très bientôt. Merci.